Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais dire bonjour. Bonjour. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier Marie-Hélène. Ça va mieux comme ça? Voilà, bon. Voilà, donc je voudrais remercier Marie-Hélène et Yann pour l'organisation de cette édition de Procréa. J'espère que vous avez tous apprécié ce qui vous a été proposé, aussi bien en termes de contenu qu'au niveau social. Je voudrais les remercier aussi pour avoir mis à l'agenda de cette édition 2019 le thème de l'entrepreneuriat féminin. Et j'ajoute encore une couche de remerciements parce que ils l'ont fait le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de football féminin. Le match d'ouverture a lieu ce soir, je sais pas, au Parc des Princes, au Stade de France, je crois. Hein. Mes connaissances footballistiques sont un peu limitées. Voilà, bon, on leur souhaite bonne chance et bonne route dans cette Coupe du Monde, bien évidemment. Alors, il faut quand même mettre un petit bémol, parce que en même temps, il y a Roland Garros, le tournoi de tennis là, qui se déroule, et Amélie Mauresmo a poussé un coup de gueule ce matin, parce que les demi-finales des femmes n'auront pas lieu sur le central. Donc ça a suscité tout un tas de débats et de discussions. Voilà, donc Marie-Hélène me regarde d'un air un peu sévère, c'est sympa. C'est bon café, je pense. Merci. Voilà, donc on va démarrer, on est vraiment ravis. On est vraiment ravis de parler d'entrepreneuriat féminin. On va le faire de différentes manières. Oui, vas-y. Je vais dire un petit mot aussi concernant l'entrepreneuriat féminin, puisque Marie-Hélène a dit qu'elle n'aimait pas le sujet. Juste, c'est parce qu'elle considère que les entrepreneuses sont des entrepreneurs comme les autres. Et moi, je veux juste préciser que c'est effectivement notre objectif quand on travaille dans l'entrepreneuriat féminin, que les femmes et les hommes soient également, on va dire, traités. Et s'il y a des dispositifs spécifiques à l'entrepreneuriat féminin, c'est pour rééquilibrer les choses et pour permettre aux femmes d'être des entrepreneurs comme les autres. Voilà. Ceci étant dit. Voilà, donc ne vous étonnez pas si on se coupe parfois un peu la parole, on ne s'est absolument pas coordonné. On est tous les deux passionnés par les sujets sur lesquels on intervient. On va essayer de faire en sorte néanmoins que la prestation soit la plus intéressante possible pour vous. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? On va tout d'abord essayer de vous donner une vision assez globale de l'entrepreneuriat dans le monde. Alors, je citerai les sources qui vont être utilisées à la fois pour cette première partie. Ensuite, Martine parlera de l'entrepreneuriat féminin en France. C'est une spécialiste de la question. Elle le fera aussi en utilisant des données d'études relativement récentes ou de données qui viennent d'un observatoire national de l'entrepreneuriat féminin en France. Vous savez que chaque fois qu'il y a un sujet qui est un peu sensible, on crée un observatoire ou un comité ad hoc. Bon, cette fois-ci, on a créé un observatoire. Et puis, on évoquera les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, de quelle manière on peut aider les femmes, et on conclura sur ce qu'on peut proposer, aussi bien du point de vue de la recherche que du point de vue de la pratique et des politiques publiques. Je n'oublie rien, Martine? C'est bon? On peut continuer? Alors, quelles sont les études qu'on a utilisées pour préparer cette intervention? Je pense que tout le monde connaît le GEM, Entrepreneurship Monitor. C'est une enquête qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est faite dans, on va dire, près d'une centaine de pays chaque année, qui utilise différents modes de collecte des données. Il y a une enquête auprès de la population, à partir d'échantillons représentatifs de la population des pays qui sont concernés par l'enquête. Et puis, il y a une étude un peu plus qualitative qui pose un certain nombre de questions sur des dimensions structurantes de la formation, de l'éducation, de l'accompagnement des entrepreneurs. Et cette enquête, elle est faite auprès d'experts. Alors, les données que je vais utiliser sont des données de 2016. Le rapport qui est consultable sur Internet, c'est un rapport de 2017 qui porte exclusivement sur l'entrepreneuriat féminin dans le monde. 74 pays ont été concernés et l'échantillon global est d'environ 150 000 personnes
qui ont répondu au questionnaire d'enquête nationale. Oui. Je citerai juste un chiffre qui n'est pas nommé là, et enfin, quelques chiffres qui sont issus d'études INSEE. Voilà. Voilà. Ensuite, on a utilisé dans les diapositives qui vont être présentées et commentées tout à l'heure, 2 études que j'ai faites pour l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans 7 pays du MENA, Moyen-Orient et Nord-Afrique. Je ne suis pas sûr de les citer tous, sans en oublier un seul. Donc, bon, en gros, il y avait Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Palestine, et bien évidemment, il m'en manque un, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour le monde. Et il est intéressant de constater que les résultats des études qui ont été faites sur les pays du MENA recoupent d'une certaine façon certains résultats de l'enquête GEM. Ensuite, on a travaillé pour l'entrepreneuriat féminin sur une étude de l'Institut Pink, qui est un institut de sondage qui, lui aussi, a travaillé sur un échantillon a priori représentatif des entrepreneurs françaises. On est moins dans la création et le développement d'entreprises, on est beaucoup plus à interroger des chefs d'entreprise, femmes installées déjà depuis un certain temps, et à essayer de mieux comprendre un certain nombre de dimensions. Et puis les données de l'Observatoire national sur l'entrepreneuriat féminin, BNP Paribas, étude quantitative 2018. Voilà. Donc avec tout ça, on va pouvoir démarrer, tout d'abord en ayant une vision grand large. C'est pas celle de Léonard de Vinci, mais celle de Léonard de Vinci, elle avait pour objectif de vous faire réfléchir un petit peu après une nuit très très agitée. Qui pense peu se trompe beaucoup. C'est vrai pour toutes les personnes, qu'elles soient chercheurs, praticiennes, consultantes, décideurs politiques, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Je crois que bon, la réflexion devrait précéder l'action, et c'est pas du tout inutile de se remémorer quelques phrases importantes qui ont été dites par Léonard de Vinci, d'autant plus qu'on célèbre le 500e anniversaire de sa naissance ou de sa mort. C'est un test pour voir si vous êtes bien réveillé. De la mort. Vous avez eu le temps de regarder sur Google. Alors, l'entrepreneuriat féminin dans le monde. Je vais démarrer par 2-3 diapositives globales, c'est-à-dire qui s'intéressent à cet échantillon de 150 000 personnes que j'indiquais tout à l'heure, et puis ensuite, je ferai un focus sur quelques régions du monde, parce qu'effectivement, ça donne une information assez contrastée et intéressante, en comparant ce qui se passe par exemple en Afrique subsaharienne avec ce qui se passe en Europe ou en Asie, etc. Premier point qui est un résultat intéressant de cette enquête, forte contribution des femmes à la création de richesses et au développement économique. Ensuite, quand on regarde au fil du temps, la proportion des femmes créatrices d'entreprises par rapport au même pourcentage concernant les hommes, on s'aperçoit qu'on est sur 2 tendances inversées. Il y a plus en plus de femmes qui créent des entreprises et de moins en moins d'hommes. C'est-à-dire que les choses sont en train de se rééquilibrer. Même si, Martine l'évoquera tout à l'heure, pour la France, on n'est pas dans une situation d'équilibre, loin s'en faut. Depuis une génération, les chiffres ont très très peu bougé en France. Non, je parle du monde, hein, pas de la France. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Bon, il n'y a pas de coordination. Il peut y avoir parfois des différences de point de vue. On se sent libre de les exprimer. On n'a pas trop de divergences. Je sais qu'on n'a pas trop de divergences. Bon. Dernier point, il y a des disparités importantes par exemple, au niveau du taux de création d'entreprise, qui est, dans un pays comme le Sénégal, 10 fois supérieur à ce qui peut l'être dans des pays européens comme l'Allemagne, l'Italie, la France, ou du Moyen-Orient, comme la Jordanie. Donc, je pense qu'il faut être relativement prudent par rapport à ces premières informations qu'on partage avec vous. À la fois, il y a une progression, même si certains peuvent trouver qu'elle est lente, mais d'un autre côté, il y a une hétérogénéité dans l'entrepreneuriat féminin au plan mondial, et c'est vrai aussi pour la France, dont il faut bien évidemment tenir compte.
Alors, j'évoquais cet équilibre qu'on n'a pas encore trouvé en France entre les hommes créateurs et les femmes créatrices. Dans un certain nombre de pays, mais vous les situez aisément sur une carte du monde, Indonésie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, le taux de création des femmes est égal ou supérieur à celui des hommes. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ce taux de création des femmes est égal ou supérieur à celui des hommes? C'est un deuxième test pour voir si vous êtes bien réveillé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que dans ces pays-là, on ait plus de femmes qui créent des entreprises que les hommes? Pardon? C'est les pays du Sud, c'est ce que vous voulez dire? C'est une tradition. Très bien. Bon, c'est une explication. Au Brésil, on attend donc des commentaires sur les 4 autres pays. Globalement, il y a plus de femmes entrepreneurs par nécessité que d'hommes. Je pense que c'est là une des explications au fait que dans les 5 pays cités, il y ait plus de femmes entrepreneurs que d'hommes. L'enquête GEM est intéressante parce qu'elle montre bien des différences extraordinairement importantes entre pays, entre d'une part un entrepreneuriat d'opportunité, c'est-à-dire des individus motivés, qui ont une forte intention de créer et de développer une entreprise, qui ont identifié ou pensé avoir identifié une opportunité, et qui vont être guidés par cette exploitation d'une opportunité de création d'entreprise, de création d'activité, et un entrepreneuriat par nécessité, au fond, des personnes qui n'ont pas d'autre choix. Et dans des pays en développement, il y a beaucoup de femmes qui, pour vivre, survivre, faire vivre leur famille, créent leur propre emploi et créent des activités plutôt par nécessité. Et dans ce que j'ai pu voir dans certains pays du Sud, si elle le crée aussi, c'est pour passer de l'invisibilité, c'est-à-dire du travail au noir, à quelque chose d'officiel. D'où le nombre de créations. Et enfin, 10% des femmes de l'échantillon, encore une fois au niveau mondial, sont des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui n'ont pas l'intention d'aller au-delà de la création de leur propre emploi. Et donc on reste dans des activités qui, d'un point de vue économique, sont assez limitées dans leur développement. À la fois parce que ça correspond à ce que les personnes peuvent imaginer pour leur futur et pour le futur de l'entreprise, et peut-être aussi parce que les projets sur lesquels elles ont travaillé sont des projets à très faible potentiel de développement. Alors ça rejoint d'une certaine façon cette question de l'ambition, qui semblerait, encore une fois d'après cette enquête, plus faible chez les femmes. Et là, il y a un premier paradoxe. Bon, à la fois, elles affirment une ambition un peu plus faible que celle des hommes, quand on fait les comparaisons. Par contre, elles sont beaucoup plus impliquées que les hommes dans l'innovation. Elles ont une volonté d'innover, qui se retrouve d'ailleurs dans les produits et les services qu'elles ont pu développer, en tendance plus forte que les hommes. Si on s'intéresse, mais là encore, ça rejoint beaucoup, j'imagine, des informations ou des idées que vous pouvez avoir sur l'entrepreneuriat féminin. Elles sont plutôt focalisées sur certaines activités économiques, en particulier dans le secteur des services. Elles sont moins dans les technologies, dans les hautes technologies, dans les TIC, technologies de l'information et de la communication. Vous avez des indications sur le pourcentage des femmes entrepreneurs au sein de l'échantillon de 150 000 personnes qui ont créé une entreprise dans ce secteur-là d'éthique. Les hommes étant 3 fois plus nombreux dans ces secteurs d'activité. Maintenant, donc, le focus sur certaines régions du monde, parce que ça complète d'une manière judicieuse les résultats généraux. En Amérique du Nord, 38% des femmes entrepreneurs déclarent avoir des produits et des services innovants. Bon, ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure sur l'innovation et cet intérêt vis-à-vis de l'innovation que peuvent avoir les femmes lorsqu'elles entreprennent. En Europe et en Asie centrale, les femmes entrepreneurs sont 22% de plus à être diplômées de l'enseignement supérieur
Et d'une manière générale, les femmes entrepreneurs sont plus diplômées que les hommes, très souvent plus diplômées que les hommes. Et dans les pays du MENA, et là aussi c'est un paradoxe parce que à la fois il y a beaucoup d'entrepreneuriat de nécessité dans ces pays-là, mais il y a aussi une ambition et une volonté des femmes de développer leur entreprise. Et ça c'est vraiment très 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 marquant. On le retrouve dans les deux études. En Amérique du Nord, si on arrive à ces chiffres, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une réelle volonté politique aussi, notamment dans les années 90, où vraiment le taux d'entrepreneuriat féminin est monté du taux que nous avons actuellement à plus de 40%. On peut en revenir sur ce point-là qui est intéressant, parce qu'on est déjà un peu dans le débat. Est-ce que les politiques publiques qui ont été conduites aux États-Unis il y a un certain nombre d'années ont eu des résultats qui font qu'aujourd'hui, on a ce pourcentage de femmes entrepreneurs qui développent, c'est du déclaratif, hein, donc il faut être aussi relativement prudent par rapport à ça, qui développent des produits ou des services innovants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent agir, faciliter, permettre à des femmes de développer leurs propres affaires, la culture par exemple, mais la culture, elle peut être influencée par des politiques publiques aussi. Bon. En Europe et en Asie centrale, bon, c'est ce que j'avais dit, mais là, bon, je crois que j'avais terminé là-dessus. Afrique subsaharienne, et là, on est peut-être effectivement dans ce que tu évoquais, Martine, c'est-à-dire un entrepreneuriat très diffusé, informel. 50% des femmes dans cette région connaissent personnellement un entrepreneur. Un entrepreneur, j'imagine, pour ces femmes, c'est un auto-entrepreneur dans la plupart des cas. C'est quelqu'un qui a créé son propre emploi et qui fait vivre sa petite communauté. Mais c'est relativement intéressant parce que très très souvent, on met en avant cette nécessité, pour développer une intention d'entreprendre, chez les hommes comme chez les femmes, d'avoir une connaissance de quelques modèles, de connaître des entrepreneurs, de prendre des exemples, de ne pas vouloir forcément toujours les suivre, mais peut-être s'en inspirer partiellement. Donc c'est une caractéristique de l'Afrique subsaharienne. Et enfin, ça avait déjà été évoqué en Amérique latine, Caraïbes et puis reste de l'Asie, zone Pacifique, très forte activité entrepreneuriale des femmes, avec, dans certains cas, des pourcentages de femmes qui sont supérieurs à ceux des hommes. Voilà pour le monde. Je vais laisser la parole à Martine, qui va nous parler de la France. Nous, les Français, comment nous nous situons par rapport à ça? Et les Françaises aussi. Surtout les Françaises. Ok. Bien. Depuis longtemps maintenant, depuis environ une génération, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Diplômées de l'enseignement supérieur notamment, et toutefois elles sont moins expérimentées. Alors quand je dis moins expérimentées, sur le terrain ça se traduit de la manière suivante, ça veut dire moins d'expérience d'encadrement, moins d'expérience de leadership, moins d'expérience en gestion aussi d'entreprise. Hein, voilà. Alors, ce qui est un avantage par contre, celles qui ont fait l'expérience d'être conjointes collaboratrices, notamment dans le monde de l'artisanat, on les retrouve ensuite souvent, quand elles ne sont plus par exemple conjointes ou autres, voilà, on les retrouve souvent dans en accompagnement, vous devez en avoir, qui viennent avec déjà un savoir-faire en gestion, et ça c'est chouette, c'est une belle longueur d'avance. Plus de 50% des femmes dans l'auto-entrepreneuriat, dans la micro-entreprise, alors plus c'est petit, plus il y a de femmes. Hein, voilà, on va faire court. Plus c'est petit, plus il y a de femmes. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai même été obligé de leur interdire le mot petit, mais on y reviendra. Une forte concentration de femmes dans tout ce qui est service. Hein, voilà. Alain l'a dit tout à l'heure. Commerce, tout ce qui est service aux particuliers, c'est-à-dire tout ce qui est service à domicile, y compris quand même, certaines réussissent très très bien dans le développement d'entreprises de services à domicile et ont un nombre de salariés assez important dans ces secteurs-là. Donc, mais par contre, c'est un déséquilibre énorme par rapport aux hommes qui sont dans d'autres secteurs. On le verra tout à l'heure. Les femmes entrepreneurs travaillent plus à domicile que les hommes. On pourra enlever entrepreneur. Ça marcherait aussi la phrase, hein, vous remarquerez. Voilà, les femmes travaillent plus à domicile que les hommes en général, dans tous les cas. Ça c'est pour le clin d'œil. Voilà. Les financements pour les femmes sont faits souvent sur leurs propres économies ou le soutien de proches. Elles utilisent plus ce qu'on appelle le love money, en effet. Et surtout, elles démarrent avec moins de financement. C'est assez préjudiciable à leur développement. On peut dire que c'est le cas des hommes aussi, hein, fallait utiliser. Oui, oui, absolument.
Quelques points particuliers, qu'est-ce qui les motive le plus? L'autonomie, c'est une bonne chose, hein, l'indépendance, ça fait partie. L'entrepreneuriat féminin, c'est quand même le premier niveau d'émancipation des femmes, parce que de celui-ci découlent d'autres possibles. Hein. Donc ça, c'est quand même pas rien. Donc l'autonomie, heureusement qu'elles annoncent ça comme première motivation. Le sens. Elles sont beaucoup dans des recherches de sens. Et on a beaucoup d'entrepreneuses qui viennent après une première carrière professionnelle vers l'entrepreneuriat. Vous devez les avoir en accompagnement avec j'ai réalisé, j'ai su faire, j'ai acquis telle et telle compétence dans tel domaine. Maintenant, j'ai envie de les développer seul ou avec d'autres. Voilà. Et puis l'équilibre pro-perso. Bon, la croyance, c'est un peu un leurre hein, quand même, parce que le monde économique ne s'arrête pas à la sortie des écoles ou n'est pas au rythme des vacances scolaires. Donc c'est un peu un leurre. Mais on a quand même un peu le choix de son planning quand on est à son compte. Pour avoir été chef d'entreprise et profession libérale, j'ai fait les deux. Puis je vais redevenir d'ailleurs entrepreneuse. Pour vos stats, on peut créer une start-up après 60 ans, c'est possible. Hein. Voilà. Les femmes sont dans cette recherche d'équilibre pro-perso. Ben, là où le monde ira bien, c'est quand les hommes et les femmes seront dans cette même recherche d'équilibre. Je crois que ce sera une belle avancée. Sur les freins qui marquent plus particulièrement les femmes, la peur de manquer de revenus, je dirais même la peur tout court. Elles ont plus peur que les hommes d'aller vers le monde économique, comme si elles y étaient moins attendues. Et effectivement, certaines y sont moins attendues. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps d'une femme qui est venue en disant j'aurais dû venir vous voir il y a 5 ans. Ah, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Et bien en fait, quand j'ai parlé de mon projet, j'ai osé parler de mon projet d'entrepreneuse autour de moi, mes proches, hein, famille et amis les plus proches, ils se sont moqués de moi. Et donc j'ai mis 2 ou 3 ans à m'en remettre, à reconstruire tout ça et puis à repartir encore plus consolidé, mais c'est quand même pas évident à vivre. Voilà. Donc peur de l'échec, effectivement, manque de confiance en soi. Alors ça c'est vraiment structurel chez les femmes, c'est ce sur quoi on travaille, c'est ce rééquilibrage, je ne sais plus où est Marie-Hélène, ah ben là voilà Marie-Hélène, c'est ce rééquilibrage qu'on fait, il se situe essentiellement là, sur la confiance, sur le, voilà, remettre les femmes sur la croyance en elles, en leur capacité. Les freins, alors, ils sont de divers ordres. On l'a vu, on l'avait organisé différemment au départ, hein, sociologique, culturel, etc. Oui. Là, je les ai regroupés carrément par thématique majeure. Et Martine a changé complètement ma diapo pour revenir à celle-ci, qui est certainement plus compréhensible. Voilà. Mais que je découvre. Ça commence avec l'identité. Ça commence avec l'identité, parce que c'est quand même pareil. Hein. D'abord, on se présente. Hein. D'abord, qui on est. D'abord, est-ce que son métier, ça se dit, une femme qui est traiteur, comment on fait? Elle est traiteur, elle est traiteuse, elle est... Bah, voilà, par exemple. Ça commence comme ça. Ensuite, 20% des créatrices d'entreprises ne mettent pas leur nom sur leur carte de visite. C'est juste un constat. Alors ça, c'est dans aucun stat, c'est moi qui ai fait mes stats, mais mes stats, elles datent d'un moment. Je les ai vérifiées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la France, ce sont les mêmes. Celles qui ne mettent pas leur nom, je leur ai demandé pourquoi, bien entendu, et je les ai fait travailler là-dessus. C'est parce qu'elles ne veulent pas apparaître comme étant entrepreneuses, c'est-à-dire qu'elles mettent un nom d'entreprise, ou alors elles mettent leur nom en petit, vous savez, encore corsis, ou un truc à peine lisible. C'est une manière de ne pas apparaître dans le monde économique, de ne pas s'y sentir légitime, puisque ce sont les points qui suivent. Identité à renforcer aussi parce que quand elles... Alors, ça, c'est purement culturel que les femmes, quand elles se marient, changent de nom. Alors, mesdames, quand vous rencontrez des entrepreneuses, qu'elles se marient ou pas, c'est leur affaire. Avec un homme, avec une femme, c'est leur affaire. Mais culturellement, d'un point de vue administratif, il n'est pas nécessaire de changer de nom en France. Regardez, les messieurs n'ont jamais pris votre nom si vous êtes mariés avec. Eh bien, vous faites pareil. Voilà. On veut rééquilibrer les choses, il faut les prendre de manière égale, tout simplement. Ça n'est que culturel, ça n'a jamais été dans la loi française, à aucun moment. Alors, ce que ça entraîne, ça paraît, je vous vois sourire, mais ça entraîne des choses qui ne sont pas du tout faciles d'un point de vue économique. Elles perdent leur réseau quand elles changent de nom. Comment voulez-vous deviner qu'une telle, avec laquelle vous étiez à la fac, avec laquelle vous vous êtes éclaté à faire ceci ou cela, que vous avez envie de retrouver parce que vous savez qu'elle est dans telle région et qu'elle est experte dans ce domaine-là, elle a changé de nom, comment vous allez faire pour la retrouver? Donc ça a des incidences importantes quand même. Donc ça c'est vraiment identité, il y a vraiment un travail à faire là-dessus.
La visibilité. Je vais peut-être ajouter un mot Oui, bien sûr. sur l'identité. Parce que Martine a évoqué une dimension de l'identité qui est importante. Je voudrais en évoquer une autre qui est l'identité sociale. C'est-à-dire dans quel rôle social les femmes entrepreneurs se voient-elles, se situent-elles. En recherche, il existe plusieurs typologies qui ont été publiées dans des revues d'excellence, comme on dit chez nous. Il y en a une qui voit les entrepreneurs, hommes ou femmes, dans 3 rôles principaux. Le premier, c'est l'inventeur, c'est-à-dire celui qui a, à partir de connaissances scientifiques, à partir de recherches, à partir simplement d'observations, identifié quelque chose d'intéressant à faire, une opportunité. Le deuxième rôle, c'est celui du créateur. Le créateur, c'est celui qui va chercher à obtenir toutes les ressources, tous les moyens qui sont nécessaires pour exploiter cette opportunité qui a été vue par l'inventeur. Et puis, le troisième rôle, c'est l'exploiteur. C'est-à-dire, au-delà de la création... Et au féminin, on dit comment? Pardon? Mais justement, ça c'est une typologie typiquement masculine. C'est-à-dire, la recherche pourrait s'intéresser à des questions sur l'identité sociale des femmes entrepreneurs. C'est-à-dire, est-ce que les femmes s'inscrivent lorsqu'elles entreprennent dans cette typologie de l'inventeur, du créateur et du développeur? C'est une question. Et puis, il y a une autre typologie qui a été développée, que je trouve intéressante d'un point de vue général, mais concerne-t-elle les femmes véritablement? Je ne suis pas certain du tout. Et c'est là où c'est intéressant de voir des différences. Il y a certes plein de similarités dans l'acte d'entreprendre, qu'on soit femme ou homme, mais il y a aussi des différences intéressantes, et aussi bien les praticiens que les chercheurs pourraient s'y intéresser. L'autre typologie identifie aussi 3 rôles sociaux. Le premier, il est qualifié de darwinien. Le darwinien, c'est l'entrepreneur qui veut tout manger. C'est celui qui veut être leader, c'est celui qui veut être le premier dans tout. Avoir la part de marché qui lui permette de peser sur son marché, d'abord régional, ensuite national, puis international, etc. etc. Le deuxième rôle, il est davantage tourné sur les autres, un tout petit peu mieux tourné sur les autres. C'est-à-dire que c'est un entrepreneur qui va s'intéresser au rôle qu'il peut jouer dans sa communauté. Par exemple, en informatique, on retrouve beaucoup d'entrepreneurs qui vont chercher à pousser un peu plus loin les lignes de leur domaine d'activité, de leur technologie, de leur spécialisation. C'est-à-dire qu'ils sont moins tournés sur eux et sur leur entreprise, ils sont un peu plus tournés sur leur secteur d'activité. Et puis, le troisième rôle social, c'est celui des communautaires. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est plus sur l'entreprise elle-même ou sur le secteur d'activité, on est sur la société en général. Et les communautaires, enfin, les entrepreneurs sociaux, par exemple, sont des communautaires. Alors, une question pourrait être d'examiner dans quelle mesure les femmes s'inscrivent dans l'une ou l'autre, enfin, dans l'un ou l'autre de ces types-là. Donc, vous voyez un petit peu sur l'identité, de quelle manière on pourrait aller un peu plus loin pour essayer de mieux comprendre ce que sont, ce qu'elles font, les femmes entrepreneurs, pour mieux les accompagner, mieux les conseiller, etc., sur cette question d'identité sociale. Moi, elle me parle beaucoup, elle me semble assez fondamentale. Et effectivement, tu as réagi sur la première typologie, et tu pourrais réagir sur la deuxième. Ben vas-y, réagis. Ok. Alors, est-ce que les femmes sont plus... Tu les verrais darwiniens, c'est-à-dire qu'on est sur leur entreprise, vouloir être les leaders, les premières, etc., etc. Beaucoup moins que les hommes. Ah ouais. Ouais. Bon, on le constate partout, hein, voilà. Qu'on ait la vision dans le monde ou la vision ici, elle est à peu près la même. Ouais. Et puis on était d'accord, on en avait parlé avant. Ça, c'était... Mais on est toujours d'accord. Souvent. On avait terminé avec l'identité. Cette identité, elle donne lieu ou pas à visibilité. Pendant longtemps, les médias ont représenté l'entrepreneuriat avec des hommes. C'était eux les rôles modèles. Pour se projeter vers la création d'entreprises, les femmes ont besoin de modèles. Elles commencent à en avoir, mais c'est assez récent. Jusqu'à il y a 10-15 ans, elles avaient très très peu de modèles. Je regrette que Marie-Hélène ne soit pas là, mais c'est pas grave, je vais le dire. Ce qui est devenu la place créative s'appelait le Forum de la création d'entreprises à Montpellier, par exemple. Je vais prendre un exemple concret. Et une année, on s'est retrouvé avec l'image en représentation donc de la chose, avec 2 hommes attachés caisse, costume, attachés caisse, vraiment le stéréotype de genre parfait. 2 hommes qui symbolisaient la création d'entreprise et qui se serraient la main avec un bel élan et tout, sympa, parfait. Je suis allé voir la personne qui avait dire comme du truc. Je lui ai dit qu'est-ce que c'était un monsieur et je lui ai dit qu'est-ce qui vous a
puis choisir. Oh, vous avez raison, on aurait dû mettre. Et l'année suivante, ils ont mis un homme et une femme. Donc c'est pas contre les femmes quand ils font des représentations comme ça. C'est juste une habitude. Ah, voilà. Donc il faut juste faire bouger un petit peu les lignes de temps en temps et faire remarquer que pour que les femmes puissent se projeter, il leur faut aussi des modèles. Et l'année suivante, il y avait un homme et une femme, mais c'était tout aussi crédible, hein, le truc. Voilà. Non, mais c'est important de dire que c'est pas contre les femmes que les choses se font quand elles sont pas équilibrées. Hein, c'est parfois parce que le mécanisme il a toujours fonctionné comme ça, les choses s'auto-reproduisent, hein, voilà, les cooptations aussi, enfin, voilà, ou s'entretiennent, ou se conservent, voilà, les choses conservatrices un petit peu. Donc cette visibilité, elle est juste à augmenter, mais quand même, il commence à y avoir des rôles modèles tout à fait intéressants, et de nombreuses fondations, de nombreuses banques, de nombreux réseaux d'accompagnement ont beaucoup travaillé là-dessus. On a parlé des observatoires tout à l'heure. BNP Paribas, c'était celui qui était nommé. La Caisse d'épargne aussi a travaillé sur l'observatoire d'entrepreneuriat féminin. Voilà. On pourrait parler effectivement de la situation il y a 25 ans. Je racontais à Martine, quand on a préparé la conférence, parce que je plaisantais bien évidemment, on est parfaitement coordonnés, vous l'avez constaté tous. Il y a 25 ans, j'ai accompagné une équipe d'étudiantes de Lyon qui avait un super projet de création d'entreprise et toutes les personnes et institutions auxquelles elles avaient présenté le projet s'accordaient à reconnaître que c'était un projet de qualité et des personnes vraiment motivées, ayant envie d'entreprendre. Il leur manquait simplement les ressources financières. Et elles ont fait le tour de toutes les banques de la place lyonnaise et les banques parisiennes. Elles en ont vu 22. Moi, ça m'a vraiment marqué quand elles m'ont raconté ça. Elles ont eu 22 refus. Une des dernières banques leur a dit, mais attendez, pourquoi vous voulez créer une entreprise? Vous êtes diplômé d'une bonne école, vous avez plein d'opportunités de trouver des jobs dans des grandes entreprises. Il n'y a pas photo. Allez dans les voies traditionnelles. Et j'ai trouvé ça vraiment terrible. J'ai vu la personne qui était leader de cette équipe-là en larmes quand elle m'a raconté ça. À quel point les stéréotypes, les habitudes, les comportements sont prégnants et font qu'on détourne de leur peut-être vocation, en tout cas de leur passion, des femmes qui avaient envie d'entreprendre, qui auraient pu créer, et la compétence qui auraient pu créer des entreprises susceptibles de se développer, de créer des emplois, d'aller à l'international. Leur concept était vraiment génial. Et c'est terrible, ce que je veux dire. Et c'est ça, je pense qu'il faut arriver à changer, mais je pense que ça a évolué. Je parle d'il y a 25 ans. Hein. Il y a même des gens qui l'ont mesuré en points de PIB. La capacité, toutes les femmes étaient autorisées à créer, enfin voilà, si on levait les freins à l'entrepreneuriat féminin, on augmenterait de temps. Bon, alors je ne le dis pas parce que c'est pas... Ça, c'est pas dans les sources. Voilà, c'est pas dans nos sources, mais bon, ça a été mesuré. Voilà. Je reprends? Oui, bien sûr. Ok. Donc, cette visibilité, elle vient consolider les fameux rôles modèles que j'évoquais. Quant à la légitimité. La légitimité, c'est celle que les femmes s'accordent ou ne s'accordent pas. Alors, il y a celle qu'on leur accorde, bien entendu. Mais celle qu'elles s'accordent, on va commencer par ça, parce que souvent, la première barrière que les femmes ont à franchir se situe dans leur propre tête, réellement. La croyance en leur propre capacité, le fait de oser dire, alors ça commence par ça, oser dire qu'elles ont un projet de création d'entreprise, oser se prétendre entrepreneuse, ça commence carrément par ça. On est vraiment sur un échelon très basique, c'est vraiment cette première marche à franchir. C'est souvent après cette première marche que vous allez accueillir les femmes, c'est à ce moment-là qu'elles viennent vous voir. Quand elles ont pu l'exprimer un tiers, déjà, rendre clair dans leur tête, et puis elles vont l'exprimer un tiers. Alors ça va sortir en vrac, ça va sortir avec des mots qui sont pas du tout du monde économique parfois. Voilà, c'est pas toujours très crédible dans sa manière de le dire, mais déjà cette légitimité, c'est la leur. Pour vous donner une différence entre la légitimité des hommes et des femmes, on peut transposer le modèle de l'entrepreneur dans le monde des cadres d'entreprise. Que ce soit Pôle emploi cadre ou que ce soit la PEC à l'époque, on arrive au même, on est d'accord sur les mêmes chiffres. Quand un homme va vers l'emploi, par exemple, à partir du moment où il a 33% des compétences requises pour accéder à un poste, il va postuler. Une femme ne va le faire que si elle a 75% des compétences requises. Est-ce que vous vous rendez compte du gap ? Et le gap, il se situe bien dans la confiance en soi.
Hein, ça veut dire qu'on perd beaucoup, les femmes perdent beaucoup à essayer, à tenter des choses où, des compétences, quand on démarre un boulot, c'est rare qu'on ait 100% des compétences. On les acquiert, les choses. On les acquiert par la pratique, on les affine, on les développe, au-delà même de l'attendu, souvent, quelques années après, voilà. Mais c'est quand même pour dire que c'est vraiment là-dessus que les choses dont vous êtes là pour rassurer les femmes, c'est surtout leur dire qu'elles ont la capacité, peut parfois suffire juste à faire qu'elles osent passer le cap et qu'elles osent vraiment avancer. Donc cette légitimité, c'est vraiment ce qui va faire être à la hauteur de leurs ambitions et oser leur dire que ce n'est pas prétentieux de devenir chef d'entreprise, c'est ambitieux mais ce n'est pas prétentieux. C'est toute la nuance. Alors ça donne lieu pour les tiers à de la crédibilité, se sentir légitime ou pas. Ça donne lieu à être crédible ou pas. Comment voulez-vous que des banquiers, quand des personnes ne se sentent pas légitimes elles-mêmes comme entrepreneuses, puissent croire, parce que le mot crédit en latin, c'est le mot croire, ça veut dire il ou elle croit, hein, crédit. Débit, c'est il ou elle doit, crédit, voilà. Donc, comment voulez-vous que quelqu'un qui ne croit pas en soi puisse se faire croire les autres qu'elle va réussir? Donc voilà, le préalable, il est là. Donc c'est vraiment rassurer les femmes pour qu'elles puissent être sûres d'elles quand elles vont présenter leur projet, leur dire qu'elles vont y arriver, il n'y a aucune raison. Alors, de moins en moins, les cas que vous avez évoqués se présentent. En plus, sachez que les banquiers et les banquières sont pas plus sexistes les uns que les autres. Les derniers freins qu'on a eu récemment, c'était une banquière. Hein, le sexisme, il est partout, il n'est pas que chez les hommes, attention. Non, je préfère dire les choses. Qui a demandé, par exemple, à une femme comment elle allait s'organiser pour la garde de ses enfants, alors que ses enfants étaient scolarisés et que sa maman pouvait les prendre pendant les vacances scolaires, je précise, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter réellement de ce point-là. Par contre, un monsieur qui a obtenu un crédit auprès de la même personne, qui est toujours la même dame en question, lui, on l'a pas enquiquiné alors qu'il venait juste d'être papa de jumeaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait d'être papa de jumeaux, ou maman d'ailleurs, c'est pareil. Voilà, c'est très très prenant. Hein, voilà. Mais lui, on n'a pas posé la question, curieusement. C'est parce que, par hasard, comme je dis beaucoup dans les réseaux, j'ai su que la même personne... voilà. Et quand même, c'est inquiétant. C'est inquiétant de se dire, bon voilà, les femmes reproduisent aussi les schémas. Hein. Vous êtes une femme, comment vous organisez pour faire garder les gosses? Vous êtes un homme, on ne vous pose pas la question. Bon, donc on en est encore là, c'est gênant. Hein. C'était ce dont je parle, c'est 2018. Hein. C'est quand même pas vieux, ça, c'est un peu gênant, voilà. Donc, cette histoire de crédibilité, c'est ça, c'est aller vers des choses plus ambitieuses. Les femmes aussi, j'ai été obligée, ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, de leur interdire dans les clubs d'entrepreneuses, puisque j'en ai mis en place pas mal, j'en ai animé certains ou formé des personnes à les animer, j'ai été obligée d'interdire le mot petite. Ah, sinon c'est infernal. Elles ont une petite idée, un petit projet, elles veulent faire une petite plateforme, une petite plaquette, et je vous donne la petite carte de visite. Enfin, tout est petit, c'est pas possible. C'était absolument pas possible. C'était trop tout petit. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'ai une solution, je vais interdire le mot petit. Et ça marche bien, parce qu'elles se le disent entre elles, et après, elles s'auto-interdisent. Voilà. Alors, ça vous paraît anodin, hein, c'est drôle, peut-être. Mais alors, je peux vous dire que dans la tête, ça change tout hop, enlever le mot petit pour exprimer ce dont on parle, tout de suite, ça repositionne. Donc ça donne accès à une ambition, hein, tout simplement. Ensuite, en termes de... Ah non, oui, on peut y aller. Ensuite, en termes de temps, il est inéquitablement partagé pour l'instant, et depuis toujours, entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse d'affaires familiales, qu'il s'agisse du ménage, qu'il s'agisse de l'organisation de la vie des enfants, etc. Mais ça s'améliore. Alors ça, par contre, c'est en train de s'améliorer, vraiment, en pas longtemps, là. Mais c'est vraiment récent. Il y a eu une légère augmentation dans notre génération, légère, hein, c'est mesuré en minutes, je crois, hein, voilà. En minutes, si, c'est mesure, hein, ça se mesure, voilà, en minutes de temps consacré par les hommes ou les femmes. Donc, l'équilibre en est excessivement loin. Le gap est toujours très important. Par contre, la nouvelle génération, là, on sent quand même un rééquilibrage qui est en train de se faire. Les hommes se sont plus impliqués auprès de leurs enfants. Ça se vérifie tout simplement. Vous allez dans une activité le mercredi,
Je me rappelle de mercredi en tant que maman, au théâtre pour enfants, par exemple, avoir vu un papa et 30 et quelques mamans. Non, mais voilà, il n'y a pas besoin d'outils de mesure trop sophistiqués hein, pour voir les choses comme ça. Et ça, c'est en train d'évoluer, par exemple. Voilà, il y a 5 ou 6 papas maintenant, au lieu d'un. Enfin, voilà. Ça va pas vite, mais ça évolue. Si, du coup, les proportions sont énormes. Si ça évolue de hop, hein, voilà. Quand on travaille avec les femmes, et il faudrait le faire aussi avec les hommes, bien entendu, on leur parle d'apprendre à déléguer. C'est essentiel si elles créent une entreprise, pas quand elles créent leur propre emploi, mais quand elles créent une entreprise, c'est essentiel de savoir déléguer à ses salariés, ou à ses collaborateurs, ou associés. Par contre, quand elles créent seules, elles ont aussi besoin de déléguer. Et dans les deux cas, elles ont besoin de déléguer, ne serait-ce que le mercredi, ne serait-ce que les vacances scolaires, etc. Et puis avoir un plan B, une solution, on va dire, en tout cas fonctionnelle pour les jours où un enfant tombe malade, les jours où, etc. Donc ça, c'est important de travailler sur le rééquilibrage, une recherche d'équilibrage, et puis quel type de délégation elles ont trouvé, mais il faut aussi poser la question aux hommes. Ce n'est que comme ça que les choses se rééquilibreront. Quand les hommes seront aussi questionnés sur cet équilibre pro-perso. Arrivons à l'argent, maintenant. Alors, vous avez évoqué un cas tout à fait révélateur, un peu caricatural. Hein, bon. Mais il y a encore des choses comme ça. Alors, je parlais tout à l'heure de la barrière que les femmes ont dans leur tête. Elles en ont une qui est quand même gênante, encore, c'est qu'elles ont tendance à sous-évaluer ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire qu'elles considèrent certaines que gérer en bonne mère de famille, vous avez vu, je transforme là, gérer en bonne mère de famille, ce serait faire des économies. Donc imaginons qu'elles ont besoin de 100, et elles vont demander 80, en croyant bien faire, en croyant être économes. Pas du tout en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles pénalisent leur... oui, elles ont un besoin en fin de roulement de 100 et de demander 80. Hein, donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles pénalisent leur démarrage. Dès le départ, elles pénalisent la lancée de leur entreprise, les capacités qu'elles pourraient à développer, à communiquer, à se faire connaître, etc. au démarrage. Le crédit, c'est pareil. Elles ont tendance à demander moins, elles ont tendance à baisser leur prix. Elles sous-évaluent aussi. Alors, je vais vous donner un chiffre, ça c'est l'INSEE, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chiffre de l'INSEE, je ne l'ai pas inventé. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'écart de revenus entre les hommes et les femmes non salariés? C'est-à-dire que ça ne dépend plus du patron, puisque les femmes sont à leur compte, ou les hommes sont à leur compte. Donc chez les travailleurs non salariés, est-ce que vous connaissez les écarts de revenus femmes-hommes? Allez-y, dites un chiffre. Vous dites 30%, qui dit mieux? Pardon? 40. C'est le chiffre INSEE. Ça fait pas rire, hein? Je suis désolé. C'est le chiffre INSEE. Alors, je suis allé fouiller là-dedans parce que ça m'intéressait, bien entendu, et puisque je travaille sur ces ressorts-là pour essayer de les améliorer. Et donc, quand je suis allé travailler avec la personne qui a travaillé sur l'analyse, je suis même allé le relayer, enfin le remplacer à une de ses confs, en fait, il n'a pu... Je peux renvoyer, d'ailleurs, j'enverrai, je pense, le document INSEE pour le joindre aux travaux, parce que c'est intéressant. L'analyse qu'il a faite, il ne répond qu'à la moitié, c'est-à-dire qu'il explique les 20% de gap, mais il n'explique pas les 40%. Alors, dans les 20%, il l'explique assez aisément sur le temps consacré à l'entreprise entre les femmes et les hommes. Les hommes consacrent 5 à 6 jours, et les femmes 4 à 5. Première explication, elle tient la route, c'est souvent vrai, ok. Mais l'autre partie, c'est quoi l'écart? Mais l'écart, il est simple. Je vais vous donner un exemple concret aussi, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec ce groupe de femmes. C'est un consultant et une consultante qui répondent au même appel d'offres. Ça nécessitait une compétence de consultant senior dans le domaine du management. Il a répondu 1500 € au jour, elle a répondu 1000 € au jour. Il s'agit du même appel d'offres, il s'agit des mêmes compétences requises, des mêmes trajets à faire, des mêmes... Tout est pareil. Je l'ai su par hasard aussi, parce que je connais beaucoup de monde et que je prête l'oreille aussi à ce genre de choses. C'est quand même énorme. Donc là, on a carrément 50% d'écart. Vous savez compter comme moi, voilà. Donc voilà d'où viennent les 40%. Ils viennent beaucoup de la sous-évaluation que les femmes font de leurs propres prestations et de leurs prix.
Ça veut dire que nous, en tant qu'accompagnateurs, ça veut dire qu'en tant qu'accompagnateurs, on a besoin donc de les faire travailler là-dessus, et de les faire travailler sur la revalorisation de leur prix. J'accélère, j'ai bien compris. Ok, les réseaux, les réseaux, il y a plutôt une bonne nouvelle. Les réseaux féminins sont en développement. On n'a jamais eu de souci de recrutement dans les réseaux féminins. Il y a de plus en plus de réseaux féminins. Ça répond à un besoin. Je l'ai dit, c'est pas du tout pour être sectaire, c'est pour que les femmes rétablissent cette confiance en elles. Elles la trouvent entre elles la trouvent en solidarité, elles la trouvent dans le respect, on va aller directement dans le respect de la parole que chacune s'accorde, parce que dans les groupes mixtes, les femmes ont moins tendance à prendre la parole ou à être en aisance dans ce domaine-là, tout au moins. Elles activent des solidarités au sein des réseaux aussi. C'est vraiment chouette de voir qu'elles s'aident. Hein. Là, il y a un gamin qui est hospitalisé, il y en a une qui part en urgence, l'autre lui dit « Bon, ben, je peux te garder ton chien », l'autre lui dit « Je vais t'arroser les plantes ». Enfin, c'est complètement bam, 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 voilà. Ça s'organise au sein de nos réseaux et même à l'extérieur, et ça continue au-delà. Et c'est très, très chouette. Et quand les vagues de créatrices qui ont créé dans la même période font connaissance entre elles, elles restent solidaires souvent dans le temps, et ça c'est très très chouette ce qu'on voit là. Voilà, les réseaux donc féminins servent plutôt de tremplin. Et les réseaux en général, les réseaux économiques mixtes et féminins ont lieu plutôt le soir. Donc ça suppose déjà de s'être organisé. Donc c'est important de dire aux femmes qu'elles ont besoin de s'organiser pour leur vie professionnelle, parce que ça ne se limite pas aux heures scolaires ni rien du tout. Bien. Les métiers, on va terminer sur ces 2 points qui sont importants aussi. Je crois que vous avez parlé des domaines dans lesquels... Alors il y a des domaines dans lesquels les femmes ne sont pas. Je me rappelle le patron de l'école des mines à l'époque, d'Alès, qui m'a dit « Mais en fait, Madame Villiers, vous nous envoyez pas des créatrices d'entreprises, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, en fait, les femmes, elles voulaient pas aller vers le technologique. Et quelques années après... Même question au salon des entrepreneurs, vous nous envoyez toujours pas de femmes, avec les TIC maintenant vous pourriez, enfin bon effectivement on n'était plus dans les technologies industrielles, on était dans des technologies bureautiques, mais dès qu'il y a le mot technologie, les femmes n'y vont pas. Mais pas que les femmes, les filles non plus. C'est catastrophique au niveau des chiffres. Hein. Je prends Montpellier, puisque je connais les chiffres, j'ai discuté avec les responsables pédagogiques de EPSI et de Epitech, ce sont respectivement 2 écoles qui forment au digital en informatique. En M2, cette année, il y a 2 d'un côté qui vont sortir et 4 de l'autre, sur des promos de 50 ou de 70. Je vous laisse calculer les proportions vous-même, vous êtes assez grand pour faire ça. C'est catastrophique. On dit que le monde de demain sera digital, en tout cas il ne sera pas féminin, et encore moins équilibré du tout. Et c'est pire l'an prochain, parce que j'ai vu les masters là, et il n'y en a plus qu'une en master 2. Ça ne s'arrange pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'il y en a moins qu'il y a 10 ans de femmes dans ce domaine-là, qui rentrent en master en tout cas, hein, dans ces domaines-là. Donc c'est quand même inquiétant, parce que ce sont elles qui vont être les responsables, voilà. Et en plus, elles ont du boulot tant qu'elles veulent, hein, donc vous pouvez orienter les filles là-dessus. Qu'elles aillent coder, elles auront de l'avenir. Hein. Les développements, c'est en stagnation. On a toujours entrepreneuriat féminin en France. On est toujours entre 30 et 33%, selon les régions. Ça ne bouge pas. On était en dessous de 30%, j'en conviens, il y a une génération, mais bon. C'est pas glorieux, hein, je veux dire, le chemin parcouru n'est pas glorieux du tout. Les freins sont toujours, j'ai cité les freins majeurs, ils sont toujours à peu près les mêmes. Malgré les lois, il y a l'un d'entre vous hier qui m'a dit, oui, mais quand même, avec la loi Copé-Zimmermann, oui, effectivement, mais la loi Copé-Zimmermann, ça concerne les femmes dans les boards, dans les grandes entreprises, les entreprises à Codex, à Codir, ce qui n'est pas du tout la majorité des entreprises que nous avons, nous, sur le terrain de l'accompagnement. Hein, voilà. Donc, une stagnation en phase développement. Et ça, c'est vraiment dommageable sur les métiers. Je crois qu'il y a un vrai challenge dans le digital qu'il va falloir relever, mais vite, parce que là, vraiment, c'est catastrophique. Oui. Okay. On va peut-être laisser la parole on peut passer à l'audience. Si vous avez des questions, des commentaires, parce qu'on a peut-être 2 ou 3 diapos. On dispose de combien de temps encore, Yann? Combien tu nous donnes? 3 minutes, oui, c'est ça, 3 minutes. Non, mais... Comme ça, il y aura des questions. C'est mieux que vous réagissiez, là, bon. 5 minutes, hein. Allez, on vous laisse la parole.
Tout à l'heure, vous parliez du fait que les femmes attendaient d'avoir un sentiment de confiance en elles, enfin en tout cas qu'il y avait un écart entre un gars qui se lance, même s'il sent qu'il y a 30% à peu près de compétences, puis une femme va attendre 75%. Quid de la réussite du projet d'entreprise? C'est-à-dire que là, on parle de se lancer en affaires, mais ça donne quoi, les femmes, sur la longévité de l'entreprise, sur l'échec ou la réussite de l'entreprise? C'est-à-dire qu'elles... Enfin, j'en sais rien. Hypothèse, est-ce que le fait de se sentir là à 70%, je l'ai mon truc, en fait je le réussis. À 30%, je pense que je l'ai, puis je me plante. Enfin, j'en sais rien, il y a peut-être quelque chose quand même à... Effectivement, il y a dans l'histoire de la pérennité, c'est une histoire de pérennité, hein, pérennité des affaires. Elles ont une meilleure pérennité dans l'ensemble des entreprises créées, pas forcément des activités. Alors je fais la nuance entre création d'activité et création d'entreprise. Création d'activité, c'est on crée son propre emploi. Création d'entreprise, on projette une personne morale avec une équipe, etc. En création d'entreprise, elles ont de meilleurs résultats, oui. Parce que justement, elles vont là quand elles ont les compétences pour aller là. Les femmes sont à l'aise quand elles sont en dessous du niveau requis pour, voilà. Quand elles sont au-dessus, par contre, du niveau requis pour aller à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ok, je crois qu'André voulait poser une question. Tu as peut-être des compléments à apporter sur les statistiques? C'est pas tant de poser une question sur le premier point que de dire le nombre de femmes a malgré tout doublé, comme le nombre d'hommes ont doublé en nombre de créations d'entreprises. C'est-à-dire proportionnellement, le poids des femmes n'est pas plus important, mais en nombre de femmes, elles ont beaucoup augmenté. C'est quand même quelque chose important. C'est dû essentiellement à l'auto-entrepreneuriat? Non, avant. Ah bon? Avant aussi, oui. Deuxième point, mais c'est très rapide, c'est que dans quand même les nouvelles technologies, je constate qu'en capital risque, même si elles sont plus faibles, elles ont beaucoup augmenté ces toutes dernières années, hein, et qu'en même temps, dans ce même domaine, des structures comme Paris Pionnière, qui se sont transformées en 2 structures aujourd'hui, sont essentiellement dans ces technologies. Donc, il y a aussi quelque chose qui bouge de ce côté-là. Oui. Voilà. Mais on part de très bas, alors, les propos. Voilà. Bonjour. Peut-être une précision. Sur certains dispositifs, j'ai pu constater que finalement, sur l'envie d'entreprendre, des publics féminins, on était revenu à 50-50. Donc là, bon, moi c'était dans les Hauts-de-Seine, hein, c'est des dispositifs plutôt d'émergence, hein, et donc la volumétrie est assez significative et sur une durée tout aussi significative. Si je le ramène toujours aux états de 30%, tiers % d'entrepreneurs féminins, est-ce qu'on peut aussi là évoquer cette histoire de confiance que vous évoquez, hein, qui finalement aboutit à ce que pas mal de femmes ne vont pas au bout? Est-ce que ça, vous avez quelques éléments d'explication sur l'intention et l'abandon? C'est ça. Les freins que j'ai évoqués sont les freins majeurs, effectivement, à ce passage entre l'égalité qu'on a en matière de porteurs de projets, puisqu'on a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes, depuis assez longtemps maintenant, hein, dans les porteurs de projets, donc en amont de la création, et à l'arrivée en création, on est dans les chiffres que j'ai évoqués, entre 30 et 33% selon les régions. Hein, voilà. Et ce delta, justement, s'explique par l'abandon des femmes, parce que, voilà. Mais alors certaines se rassurent avec des choses toutes simples, genre, ah, celle-ci, elle a un diplôme de moins que moi et un enfant de plus, elle a réussi, donc je vais pouvoir le faire. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment qu'on active les modèles. Voilà. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de la création par les femmes, la création d'entreprise, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi la reprise d'entreprise. Et moi, depuis ma place à la Chambre de métier, j'ai constaté que les femmes arrivent plus facilement à reprendre une entreprise là où on les attend pas, dans le bâtiment, dans la mécanique. Malheureusement, il y a quand même une notion patriarcale. C'est souvent l'entreprise du père ou du grand-père. Mais elles arrivent à avoir une crédibilité plus facilement et une réussite aussi plus facilement que si elles avaient créé. Oui. Et, comment dire, en reprise, celles qui reprennent, elles ont souvent des capitaux supérieurs aussi. Elles ont des compétences, vraiment. Enfin, dans ce que je vois, hein, autour de moi. Elles ont vraiment des compétences. Elles ont déjà managé.
elles ont déjà géré des équipes, elles ont déjà géré des budgets, elles y vont à l'aise. Là, c'est l'écrémage par le haut, hein, carrément. Je le vois, elles sont diplômées de l'enseignement supérieur. Mais vraiment, même grandes écoles, la plupart, hein, celles qui reprennent. Enfin, ce que je vois autour de moi. Moi, je rebondis. Alors, pas dans l'artisanat, mais dans les entreprises un peu importantes. En tout je cas, rebondis sur ce que vous avez dit. C'est effectivement des reprises d'entreprises familiales dans la plupart des cas. Mais c'est vrai qu'on voit des femmes dans des métiers assez improbables où, a priori, on ne les imaginerait pas. J'ai vu effectivement des femmes reprendre des entreprises de menuiserie. Des petites entreprises familiales et devenir très très compétentes parce qu'il y a eu tout un travail d'acculturation, de préparation. Je veux dire, une succession d'entreprises familiales ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, enfin, sauf accident et sauf drame, mais on prévoit, on prépare, on forme la personne qui est appelée et qui a accepté à reprendre cette entreprise. Il y a beaucoup d'hommes qui posent des questions, hein. Je suis obligé de donner le micro. Sur la reprise des entreprises, il y a aussi un effet de bord qui est lié au fameux plafond de verre dans les grands groupes, qui fait que à partir du moment pour avoir les ambitions du développement, les femmes ne peuvent pas accéder à un certain nombre de postes de dirigeants dans les grands groupes, et donc l'alternative qu'il y a est sur la création de sa propre activité. Quand on a une certaine ambition et une certaine capacité, on se tourne beaucoup plus facilement vers la reprise d'entreprise. Pour faire court, il y a effectivement chez ces femmes le plafond de verre qu'elles atteignent. Je l'ai vu par exemple avec les femmes à l'ESSEC, je suis marraine d'une promo de l'ESSEC, et pour intervenir depuis plus de 12 ans dans l'entrepreneuriat, dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, on a le plancher collant là par contre. C'est plus le plafond de verre, c'est le plancher collant. C'est comment je vais sortir de des difficultés, des minima sociaux, etc. Moi, j'avais une question. On parle souvent de l'entrepreneuriat masculin ou féminin. Et est-ce qu'il y a des statistiques sur les équipes mixtes? Parce qu'il y a quand même aussi des entreprises qui sont tenues et par des hommes et des femmes. Et je pense que la réussite, elle est aussi souvent là, dans cette mixité. C'était pas sur ça qu'on voulait conclure? Si, hein. Merci Corinne pour cette super question. Oui, bien sûr. Le rééquilibrage et la mixité. Oui, ce sont effectivement... Alors, plusieurs mixité en tous les domaines. Mixité femmes-hommes, mixité intergénérationnelle, mixité culturelle, plus il y a de mixité, plus il y a de réussite. Ça a été mesuré. C'est un thésard suisse qui a mesuré ça assez récemment. Et il a même été mesuré par un autre thésard, il n'y a pas très longtemps, par un chercheur, que plus il y a de mixité, plus il y a aussi de bénéfices. C'est-à-dire, c'est y compris dans les entreprises cotées, ça se mesure. Voilà. Donc, vive la mixité, à tous les sens du terme, toutes les mixités, on va dire, les mixités. Voilà. Et pas seulement femmes-hommes, ouais. Bon, on attend encore 3 questions posées par des femmes. Pour avoir un équilibre. Sinon, vous restez effectivement dans ce qu'a dit Martine. Ce côté un peu timide. Oui, Marie de la CCI du Tarn. Alors déjà, je trouve ça effectivement assez abusé qu'on questionne les femmes créatrices sur leur capacité à s'organiser, parce que s'il y a bien des championnes de l'organisation intrafamiliale, c'est vraiment des femmes, les femmes. Donc voilà, je trouve que la question est quand même assez abusée. Et ensuite, la raison, elle est aussi sociétale, c'est-à-dire et éducationnelle, c'est-à-dire la façon dont on éduque nos filles. Le dimanche, le petit garçon aide le papa à tondre la pelouse ou aller à l'extérieur de l'enceinte de la maison, et la petite fille va aider la maman à faire le ménage, à éteindre le linge, à plier le linge, etc. Donc elle est maison et elle est confinée dans le foyer, protecteur, etc. Alors que c'est mon avis, alors que le garçon, il est confronté au monde, il est dans l'action, il va se mesurer dans le social, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison, quoi. Ouais, merci pour ces points. Effectivement, c'est une compétence de l'organisation que les femmes peuvent transposer après dans le modèle entrepreneurial, et c'est une bonne chose, hein. Bon, après, vous avez parlé carrément de stéréotypes majeurs. Bon, on est tous responsables et co-responsables de ça.
Laurence, la BGE Provence-Alpes-Méditerranée. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose et peut-être refaire un focus sur nos métiers, nos expertises d'accompagnement. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des collègues dans nos moments un petit peu de convivialité, et je me faisais la réflexion que depuis 5 ans, malgré moi, parce que c'est toujours malgré moi, je me retrouve à devoir faire un accompagnement genré, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit très justement, madame, quand je me retrouve avec une porteuse de projet, très souvent, le premier entretien d'adéquation est un entretien où je dois aller débusquer le syndrome d'imposture et où je dois faire du psychologique. Là où, en général, le porteur se pose pas vraiment la question de savoir s'il a le bon diplôme, s'il est en adéquation, si la réglementation, il va y arriver, s'il rentre dans les clous, lui il a envie, point barre, il y va, et on pousse un peu. Donc il y a aussi quelque chose en termes de posture d'accompagnement qui est, est-ce que nous devons pas nous aussi nous diligenter? Parce que récemment, j'accompagne une dame qui va créer un garage automobile, de mécanique auto, et c'est vrai que j'avoue que, oui, j'ai dû me me reconfigurer et dire oui, c'est possible. Voilà. Une dernière question, voilà, on a l'équilibre parfait. Noria Benamou, consultante en entrepreneuriat effectuel de Casablanca. Ma question, est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux femmes entrepreneurs qui sont issues de l'immigration? J'ai pas de chiffres récents dans l'enquête ciné. Je n'ai pas le nombre en tête, mais il y a dans l'enquête ciné, puisqu'on distingue dans cette enquête 40 000 créateurs interrogés tous les 4 ans, et dedans, on sait si elles sont françaises ou d'origine étrangère, ou d'immigration, si elles sont des hommes ou des femmes. Et on a les âges aussi. Donc on a cette information. Il faut regarder dans l'enquête ciné, la dernière. Ça doit être, on en refait une actuellement en 2018, donc c'est 2014 la dernière. Si y a besoin, je pourrais vous donner. Merci. Merci. On va conclure. Merci pour. Pardon ? Oui, tu veux qu'on. Ok. Vous avez reçu dans vos mallettes un numéro de la revue Entreprendre et Innover. Alors, je ne veux pas faire de la promotion. On va faire de la promotion, mais vous avez un article sur quel processus pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs. Et en synthèse, dans les points forts de ce travail de recherche qui a été effectué, il y a 3 points qui me semblent intéressants et qu'on voulait partager avec vous parce que ça rejoint à la fois nos convictions et je pense un peu ce qu'on vous a présenté. Premièrement, il y a beaucoup d'hétérogénéité au niveau de l'entrepreneuriat féminin, ça on le sait. Donc il y a beaucoup de diversité en termes de pratiques d'accompagnement vraisemblablement chez les hommes, indépendamment du fait qu'il faut peut-être réfléchir à des dispositifs et des approches un peu différentes de celles qui sont utilisées pour les hommes. Deuxième point, il est essentiel de favoriser la mixité dans les pratiques d'accompagnement, c'est-à-dire de privilégier la richesse des échanges hommes-femmes. Ça veut dire, au fond, n'essayez pas de cloisonner les femmes dans des structures ad hoc, ça n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ou alors juste le temps qu'elle rattrape cette confiance en elle qui est un peu déficitaire au départ. Ouais. C'est le troisième point. Troisième point, une grande partie des femmes interrogées dans ce travail de recherche expriment en outre un besoin de temps collectif d'échange entre femmes et de partage entre femmes. Par ailleurs, la mise en avant de rôle modèle de femmes constitue un levier puissant. Donc, ça, ce sont des points sur lesquels on a insisté. Donc, je vous encourage, si vous avez le temps dans le train, pour ceux qui prennent le train, de lire peut-être l'intégralité de cet article. C'est une lecture assez facile. Voilà, donc, on a presque terminé, c'est ça ? Le slogan des femmes chefs d'entreprise fait référence à l'invisibilité que j'évoquais tout à l'heure. Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. On a une représentante des femmes chefs d'entreprise de notre région ici.
Voilà. Les aider à aller plus dans les réseaux, parce que c'est un lieu de mixité, les réseaux féminins et les réseaux mixtes. Les réseaux féminins étant plutôt des tremplins vers les réseaux mixtes. Qu'elles osent se projeter et donner-leur des modèles féminins si elles n'en ont pas dans leur réseau proche. Qu'elles osent aussi, quand celles qui ont réussi, inciter-les à être des modèles pour les autres, parce que ça c'est important, hein. On l'a vu, la modélisation, il faut vraiment les inciter à aller, et puis les aider à développer, parce qu'il y a un potentiel de développement du fait des compétences des femmes. On a parlé du niveau d'enseignement supérieur, hein, vous l'avez évoqué aussi. C'est dommage, quoi. On perd en point de PIB, vraiment. Enfin, ça a été mesuré, quoi. Donc vraiment, il y a un potentiel de développement à mettre en œuvre. Hop, et on termine. On est à la conclusion, donc on vous propose cette réflexion de Gandhi juste avant la pause café. Non. Pas juste avant la pause café, ok, bon. Néanmoins, toujours dans votre trajet retour en train, vous avez maintenant le choix entre méditer cette phrase de Gandhi ou lire l'article de la revue Entreprendre Innover. Donc, je vous laisse vraiment le choix. Merci à toutes et à tous.